Je vais vous faire ma présentation sur une publication qui a été faite, qui est sortie en août dernier. Je tiens d'abord à remercier, puis à bien spécifier que Émilie Rose Leavitt-Hamilton a grandement participé à la rédaction de ce document-là, mais elle est présentement en congé de maladie, donc je tenais quand même à le préciser. Donc, en fait, pour le déroulement de la présentation, je vais commencer, en fait, la grande partie de la présentation va porter sur les grandes lignes de la publication, c'est-à-dire le contexte, l'objectif, la méthode, les meilleures pratiques. Puis, vers la fin, je vais survoler un peu l'évolution de la situation là, du vapotage chez les jeunes depuis les deux dernières années environ. Donc, pour le contexte, en fait, la mise en marché de la cigarette électronique date d'environ une dizaine d'années. C'est un produit qui a évolué rapidement. Puis, ce n'était pas nécessairement quelque chose qui intéressait particulièrement les jeunes au début. C'est surtout les dispositifs de quatrième génération, les systèmes à capsule avec des sels de nicotine, qu'on a pu constater vraiment un grand intérêt des jeunes, surtout pour la jour. En fait, ce type de cigarette électrique-là se distingue parce qu'elle est petite, elle est jolie, elle est discrète parce qu'elle peut se glisser partout et puis elle ne produit pas beaucoup de vapeur comparativement à d'autres types de modèles. Puis, elle permet d'être très concentrée en nicotine. Il y en a certaines capsules sont plus de 5 mg par millilitre, ce qui est environ l'équivalent d'une quarantaine de cigarettes. Alors, en fait, aussi, comme ça peut être très concentré en nicotine, ça peut permettre le développement d'une dépendance à la nicotine plus rapide et plus forte qu'avec la cigarette de tabac. Puis, il y a certaines études qui se sont aussi penchées sur l'effet potentiel du vapotage sur, en fait, un effet passerelle vers la cigarette de tabac. Alors, voilà. Et puis, c'est aussi quelque chose qu'on a constaté dans les données d'enquête. Comme vous pouvez voir, l'usage de la cigarette de tabac au cours des 30 dernières années est resté stable, alors que chez les élèves québécois, alors que ça a plus que doublé en 4 ans pour l'usage de la cigarette électronique. Donc, compte tenu de la situation, il est devenu de plus en plus important d'essayer de freiner ce phénomène-là, entre autres à travers des interventions de prévention, en plus des mesures qui ont plus trait à l'encadrement du produit. D'où l'intérêt de se pencher sur ce qu'indiquait la littérature scientifique à propos de la prévention du vapotage. Donc, l'objectif de cet état de connaissance-là a été de repérer et de documenter les interventions et les mesures du vapotage chez les jeunes, des interventions et des mesures pour lesquelles des effets avaient été observés dans les études scientifiques ou du moins qui représentaient des résultats prometteurs. Donc, pour la méthodologie, alors en fait, on a regardé les études, on a sélectionné les études qui portaient sur des mesures et des interventions où on pouvait voir qu'il y avait eu un impact direct ou indirect sur le vapotage qui avait été mesuré. Puis c'était des études qui devaient couvrir les enfants, les adolescents, mais aussi les jeunes adultes, puisque maintenant on considère que la prévention ne devrait pas arrêter à 18 ans. Les mesures de prévention ne devraient pas nécessairement arrêter à 18 ans. On a aussi sélectionné en fait les études primaires ou les recensions des cris qui étaient parues à partir de 2010, qui est environ l'équivalent de la grande mise en marché des cigarettes électroniques au Canada. On a fait une première recherche documentaire en avril 2019. Puis, alors qu'on était en train de terminer l'analyse des études, on a refait une recherche documentaire en mars 2020 pour voir s'il y avait eu d'autres études qui étaient sorties dans ce délai-là. Puis, on en a effectivement aussi trouvé, puisqu'il y en a plusieurs qui sortaient au fil du temps. Donc, en fait, sur 3988 publications identifiées, on en a sélectionné 36. Le niveau de preuve était relativement faible. Il y avait peu d'essais contrôlés randomisés.
plusieurs études transversales et puis aussi plusieurs projets pilotes. Même si on a considéré les études à partir de 2010, on n'en a trouvé aucune qui avait été publiée avant 2015 qu'on a retenue. Et 29 des 36 études publiées qu'on a retenues avaient été publiées entre 2018 et 2020. Donc, c'est ça. Alors, pour les meilleures pratiques, il y a eu une panoplie, on a trouvé une panoplie de mesures puis d'interventions dans ces 36 publications-là, mais je vais essayer de me concentrer surtout sur celles qui pourraient être intéressantes peut-être pour des gens qui travaillent, des intervenants qui travaillent plus auprès des jeunes. Donc, parmi ces interventions-là, il y a les interventions scolaires. On a trouvé certaines qui étaient prometteuses. Donc, il y avait 3 projets pilotes sur des interventions qui se déroulaient en classe. Il y en avait 2 qui ont eu certains résultats positifs, Catch My Breath, puis Mission Pabiagou. Mission Papiagou, qui est une intervention qui s'est déroulée, en fait, un projet pilote qui s'est déroulé en France, alors que la majorité des interventions et aussi des mesures qu'on a regardées se déroulaient aux États-Unis. Puis, on avait un projet pilote avec des effets mixtes, donc T2, P2, puis ces effets-là avaient été plus relevés dans une thèse de doctorat, à mon souvenir. Et puis, sinon, il y a eu 2 études sur des interventions qui avaient été diffusées par le biais de technologies, donc par des programmes informatiques, des apps, tout ça. Mais ces interventions-là pouvaient être réalisées dans un cadre scolaire ou parascolaire. Puis ces 2 études-là avaient eu certains résultats positifs, puis c'était Smokescreen et Realting. Par contre, on ne peut pas vraiment identifier à partir de ces 5 programmes-là des caractéristiques communes qui pourraient expliquer des résultats positifs, comme ils sont vraiment différents les uns des autres. Par exemple, là, comme on a vu, il y en a qui sont en classe, qui sont vraiment probablement plus du contenu qui est communiqué par des personnes, alors qu'il y en a d'autres, les 2 autres, c'est vraiment des choses plus en ligne. Puis sinon, il y a en fait Mission Papiagou puis Real Teen ont plus comme objectif de développer les compétences générales des jeunes, alors que les 3 autres portent plus spécifiquement sur le vapotage. Donc, pour vous montrer un peu concrètement, je vais vous montrer un peu concrètement des exemples de ces interventions-là. J'en ai choisi 2, donc Catch My Breath puis Real Teen. Donc, ça, c'est une image, en fait, tirée d'un reportage sur ce programme-là. C'est un programme de 4 séances de 25 minutes qui est intégré au cours à l'école. Puis, ça aborde les effets à court terme sur la santé, du vapotage sur la santé, l'influence des pairs, des publicités, tout ça. Ce genre de programme-là, c'est animé par l'enseignant et secondé par des peer leaders. Le projet pilote qu'on a analysé a été réalisé en 2017. Et puis, c'est les classes de 6e année de 12 écoles au Texas qui ont en tout cas, cette étude-là portait sur ces 12 écoles-là. Et puis, au suivi de 16 mois, les auteurs avaient constaté que l'intervention pouvait freiner l'initiation et l'usage, ça pouvait améliorer les connaissances, puis ça pouvait un peu réduire les perceptions positives du vapotage. Par exemple, que le vapotage pourrait réduire le stress. Pour la 2e intervention, Real Teen, c'était une intervention en ligne qui était vraiment destinée aux jeunes filles, aux adolescentes et de 13-14 ans. C'était 9 séances de 15 à 20 minutes. Puis, ça abordait l'usage des substances plus largement. Et puis, cette intervention-là avait pour objectif de développer les compétences sociales, émotionnelles, cognitives. Donc, il y a eu un essai contrôlé randomisé qui a été fait en 2013. C'est les jeunes filles de 48 États, donc
à travers les États-Unis qui ont participé à cette étude-là. Puis au suivi de 3 ans, les auteurs ont noté une réduction de la fréquence d'usage au cours des 30 jours précédents. Par contre, ils ont aussi fait cette évaluation-là au suivi de 2 ans, mais ils n'ont pas trouvé d'effet. Puis, ils n'ont pas non plus expliqué pourquoi ils trouvaient cet effet-là au suivi de 3 ans, mais pas à celui de 2 ans. Possiblement parce que la question du vapotage n'était pas centrale pour cette intervention-là. C'était plus largement sur l'usage de substances. Sinon, pour les politiques scolaires, on parle vraiment des politiques qu'on a aussi au Québec d'interdiction de fumer dans les écoles. Puis c'est surtout comme d'intégrer la notion d'interdiction de vapotage dans ces politiques-là. Il y a 2 études qui suggèrent des effets positifs. Puis pour les 5 autres études, on n'a pas vu d'association où il y avait des limites méthodologiques tellement importantes qu'on ne pouvait pas vraiment conclure quoi que ce soit de ces études-là. Par contre, sur ces 5 études-là, il y en avait 4 qui étaient réalisées en milieu collégial ou universitaire. Puis on peut penser que comme ce sont des adultes qui ont le droit de vapoter, la politique peut être moins dissuasive, mais ça reste encore une hypothèse. Par contre, ces 7 études-là, la majorité vont parler de l'importance que peut avoir la mise en œuvre de la politique pour avoir une influence sur le comportement. Donc, les facteurs, ce qui a trait à la mise en œuvre, c'est par exemple le fait qu'il faut qu'il y ait une stratégie de diffusion des politiques, il faut savoir où elle est appliquée, puis c'est quoi les conséquences qu'il peut avoir en cas d'infraction. Sinon, je fais un court survol des autres interventions et mesures qu'on a trouvées dans les 36 études, mais vraiment plus bref. Donc, on a vu qu'il y avait 2 études qui portaient sur l'envoi de textos sur les méfaits du vapotage, qui avaient eu des effets sur les connaissances et la perception du risque d'usage, mais que c'était mieux de miser sur des messages, sur le bénéfice du non-usage, plutôt que des messages négatifs. Pour ce qui est de l'interdiction de vente aux mineurs, dans ces études-là, on voit que ça peut contribuer à contrer l'usage, sauf que, comme on sait, les jeunes ont surtout accès aux produits à travers leurs amis, leurs frères, leurs sœurs. Donc, pour véritablement avoir un impact sur leur accès, il y a d'autres mesures qui doivent être prises en compte, qui doivent être implantées. Sinon, pour l'encadrement de la promotion puis des produits de vapotage, ça semble aller un peu dans la même direction que ce qu'on sait pour l'encadrement de la promotion des produits de tabac, c'est-à-dire que les restrictions de la promotion peuvent réduire l'exposition des jeunes aux produits. En fait, on a trouvé surprenamment beaucoup d'études sur les mises en garde du vapotage. 11 études sur 36, mais malheureusement, les études étaient très hétérogènes. Elles ne portaient pas vraiment sur les mises en garde sur des emballages, mais plus sur des publicités télévisées ou écrites où on comparait certaines caractéristiques, par exemple la couleur de la mise en garde. Et puis, c'était difficile de tirer des conclusions à partir de ces études-là compte tenu de leur hétérogénéité. Par contre, on a vu certains effets indirects, par exemple sur l'intention d'acheter une cigarette électronique. Quelque chose qui ressortait davantage, c'est que l'ajout d'un énoncé de risque relatif ou une fausse mise en garde, comme vous pouvez le voir là, sur la diapositive « Less harmful for your wallet », ça pouvait contrer l'effet d'une vraie mise en garde, puis ça pourrait aussi réduire sa crédibilité. Finalement, il y a des interventions pour lesquelles on ne pouvait pas vraiment conclure quoi que ce soit, par exemple sur l'impact des prix des cigarettes électroniques, où on a trouvé 2 études, l'encadrement des points de vente, puis sur les interventions en milieu clinique, compte tenu du nombre restreint d'études.
Alors finalement, pour les limites et les grandes conclusions, quand on a... donc, oups, désolée. Quand on a trouvé des effets, c'était souvent des effets à très court terme. C'était rarement des effets directs sur l'usage, mais plutôt sur la perception du risque et les connaissances des jeunes. Le niveau de preuve était relativement faible pour les études. Puis un des éléments qui nous a vraiment fait obstacle à moi puis Émilie Rose, c'est que le contexte actuel québécois était généralement très différent de celui des études. Pour la plupart des études, elles ont été réalisées alors que avant que la Joule soit mise en marché massivement, même aux États-Unis. Et puis, il y a beaucoup aussi d'études qui portaient sur des mesures qui avaient déjà été mises en place assez rapidement au Québec. Par exemple, là, quand je vous disais qu'il y avait des mises en garde qui étaient sur des publicités télévisées, ben, c'est pas quelque chose qui est vraiment pertinent pour le Québec, compte tenu de la réglementation qu'on a. Alors finalement, pour les principales conclusions, ben, il y a tout de même quelques interventions et mesures prometteuses qui ont été identifiées. En gros, ce qu'on observe, c'est que c'est en grande partie cohérent, en cohérence avec ce qu'on trouve pour la prévention du tabagisme, mais il y a certaines nuances, possiblement avec certaines nuances, mais ça reste à confirmer là, avec d'autres études. Une de ces possibles nuances-là, c'est qu'on a pu observer que pour le vapotage, il serait particulièrement important d'agir à la fois sur la perception de la dépendance et sur la perception des conséquences négatives de cette dépendance-là. Parce que, comme pour les jeunes, être dépendant n'est pas nécessairement un problème, puis qu'on leur a beaucoup dit que le tabagisme est associé à des problèmes de santé, mais il faut être capable de montrer que le seul fait d'être dépendant peut avoir un impact sur leur vie. Une autre de ces nuances-là, c'est qu'il y a des effets indésirables qui ont été observés dans quelques publications tout de même, entre autres sur l'impact sur la perception du risque du vapotage comparativement au risque, sur le risque du tabagisme comparativement au risque du vapotage. Donc, même si ça tient sur juste quelques observations, ça serait probablement important de s'assurer que de conscientiser les jeunes aux conséquences du vapotage, ça n'engendre pas non plus une banalisation du tabagisme. Finalement, c'est un sujet qui reste un sujet en émergence. Les tendances d'usage des jeunes, les produits qu'ils utilisent, comment ils les utilisent, les mimes entourant le vapotage évoluent. Donc, ça serait important de s'assurer que les interventions qu'on réalise au Québec soient toujours conformes aux tendances, à l'évolution des tendances chez les jeunes, puis aussi à l'évolution des connaissances scientifiques. Donc là, je vous fais un bref survol de l'évolution de la situation. D'une part, en fait, depuis cet été, le gouvernement canadien a instauré une concentration maximum en nicotine des produits de vapotage à 20 mg par millilitre. Sinon, cet été, il y a eu des consultations pour interdire plusieurs arômes des produits, des arômes des liquides de vapotage, puis afin d'encadrer les propriétés sensorielles des produits. C'est une consultation qui a été faite par Santé Canada, puis auquel l'INSPQ a participé. Puis sinon, ben, il y a eu un rapport de consultation que Santé Canada a fait en 2019, puis aussi un rapport du directeur général de santé publique qui a été, lui, publié en 2020, qui se sont penchés sur les meilleures manières, les deux se sont penchés sur les meilleures manières de réduire l'attrait des produits pour les jeunes. Les deux rapports recommandaient à la fois l'interdiction de la plupart des arômes et une limite de concentration de nicotine des produits. Puis, mais les deux rapports s'accordaient aussi sur d'autres mesures qui pourraient être mises en place, entre autres sur la réglementation, peut-être des éléments de conception des dispositifs.
Sinon, juste pour vous montrer à quel point ça peut évoluer vite, les tendances, on a beaucoup évoqué la Joule à travers la présentation, mais ce qu'on a vu, c'est qu'en 2019, les données d'enquête au Québec montrent que c'est la troisième, que la Joule est la troisième marque la plus vapotée et non la première. Et puis qu'en plus que la STLTH, qui ne faisait même pas partie des options proposées par le questionnaire, était la deuxième marque la plus vapotée. Je ne sais pas si vous pouvez voir à la fin de la diapositive, c'était quelque chose que les jeunes mentionnaient eux-mêmes lorsqu'on leur demandait si aucune des options se présentait, s'il n'y avait pas une autre marque. Donc, si en 2019, ça avait déjà changé, il y a des très, très grandes chances qu'en 2021, cet ordre-là, puis l'arrivée de d'autres marques importantes va aussi être observée lorsqu'on va avoir des données d'enquête. Une de ces tendances-là, ça pourrait être le retour des cigarettes électroniques jetables. En fait, c'est probablement quelque chose à surveiller, en particulier la Puff Bar. D'ailleurs, sur les emballages de Puff Bar, il est indiqué nicotine sans tabac. Et dans une étude, on observe que cet énoncé-là, nicotine sans tabac, serait associé à une augmentation de l'intention d'utiliser la Puff Bar chez les jeunes adultes comparativement à un énoncé qui dirait juste nicotine. Donc, ce genre d'information-là peut avoir un impact sur la perception que les gens ont du produit. On associe la popularité aux États-Unis de la Puff Bar au fait que la FDA a restreint en 2019 les arômes de cigarettes électroniques, mais cette réglementation-là était vraiment pour les cigarettes électroniques réutilisables. Donc, ça crée une faille dans la réglementation, ce qui n'est pas le cas nécessairement au Canada. Donc, c'est quand même quelque chose qui peut être intéressant pour les jeunes parce que ça représente un coût moins important, comme ça s'achète à l'unité. Mais c'est ça, même si on peut penser que ça pourrait être aussi populaire au Canada, on n'a pas encore de données d'enquête qui le démontrent. Il est aussi possible que les restrictions récentes et à venir vont contrer un peu ce phénomène-là qu'on a vu aux États-Unis. Donc, ma dernière diapositive, c'est un peu pour vous montrer que les efforts de prévention se poursuivent. Donc, le programme dont je vous ai parlé un peu plus tôt, Catch My Breath, a été étendu à l'ensemble des États-Unis. Il y a plus de 4000 écoles qui ont mis en place ce programme-là et ça a impliqué, en tout cas jusqu'en juin 2020, 1 400 000 élèves. Il y a aussi une intervention en ligne qui a été vraiment conçue pour aborder spécifiquement les dispositifs à capsule qui abordent la teneur en nicotine de ce type de dispositif-là, la liste des ingrédients, les stratégies de marketing de Juul, que Juul a été utilisé, etc. Mais ceci étant dit, il reste qu'il y a énormément, la majorité des études qui semblent sortir sont surtout des études exploratoires qui vont tester sur un petit nombre de participants des activités, des messages ou des thèmes. Un de ces exemples-là, c'est une activité de réalité virtuelle. Donc, j'ai mis une image pour vous montrer à quoi ressemble cette expérience-là. Et c'est un jeu vidéo pour les 11 à 16 ans qui est basé sur des histoires, puis qui aborde le risque pour la santé du vapotage et ça permet aux jeunes de s'exercer à refuser la pression des pairs. Puis finalement, on n'a pas retenu, on a vu, lorsqu'on a fait la recension des écrits, on n'a pas vraiment vu d'écrits qui portaient sur l'efficacité de campagnes médiatiques, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas en cours. Donc là, j'en ai mis quelques-unes. Donc, il y en a une au Québec qui date quand même peut-être de 2 ans, tombe pas dans le piège. D'ailleurs, j'ai un grand poster à mon bureau où je ne peux plus aller tombe pas dans le piège. Sinon, en fait, True Initiative et Real Cost, qui sont des campagnes aux États-Unis qui durent depuis des années, ont
on fait des campagnes qui sont vraiment spécifiques au vapotage au cours des 2 dernières années. Puis finalement, il y a aussi Behind the Haze de Rescue qui a été mis en place puis qui porte vraiment aussi sur le vapotage. Alors voilà, merci beaucoup.